Le marché des châteaux, des manoirs est en pleine renaissance. De plus en plus d'acquéreurs, de plus en plus de passionnés. On va rêver dans cette émission. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission Figaro Immo pour à la fois nous donner des conseils, mais aussi faire rêver. Nous parler de châteaux, de manoirs, de moulins, de gentilhommières. Olivier Brunet, bonjour. Bonjour Olivier. Olivier Brunet, directeur de Barnes Châteaux et Propriétés. Ludovic Ogel, bonjour. Bonjour. Directeur chez Barnes Propriétés Châteaux pour le secteur de la Normandie et vous êtes, j'ajoute, expert en estimation immobilière près de la Cour d'appel de Rouen. Vous avez sorti une belle étude sur le retour des maisons de famille. On va évoquer justement aussi ces châteaux, ces manoirs qui font rêver. Peut-être en introduction, pourquoi et comment expliquer, on va le voir, on va le comprendre, cette renaissance, cet amour pour les châteaux. Olivier. Plusieurs facteurs, Olivier. Facteur numéro 1, c'est la pyramide des âges, tout simplement. Pendant longtemps, le droit d'aînesse a bien fonctionné en France. Les aînés héritaient de la propriété familiale, savaient que ça allait être leur propriété, s'en occuper. Il y a 2 générations, je dirais, ça commence à changer. Les héritages ont été faits à part égale et le sentiment d'appartenance à la propriété familiale a été divisé en autant de parts que de successeurs. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le choix se porte généralement sur un choix rationnel à mettre en vente. Ce qui, pour nous, est un des facteurs qui a justifié ce doublement en l'espace de 5-6 ans sur le volume de châteaux vendus en France. Donc on est passé, on va dire en gros, de 200 ventes en 2019 par an à près de 400. C'est ce que nous ont confirmé les notaires, absolument. La renaissance des châteaux, justement, cet amour pour les châteaux. Cet amour pour les châteaux, il s'est élargi. Avant, c'était réservé à une catégorie de personnes qui souhaitaient acquérir un château parce qu'ils avaient l'envie d'acquérir un lieu historique et ils avaient aussi les moyens de le faire. Aujourd'hui, ça se généralise. On a vu que beaucoup de personnes, depuis la Covid, souhaitent quitter Paris le week-end sans forcément aller très loin en Europe, mais passer un court séjour à la campagne, dans un endroit agréable, et à 1h30 de Paris, maximum. Donc ça a incité à des personnes à investir de l'argent en se disant on pourra à la fois s'offrir un château et pour payer les frais et l'entretien, faire aussi de la location de chambres du château et ça finance l'achat du château. D'accord. Donc on va voir aussi le côté accessible, aussi l'aspect... C'est devenu accessible et par l'aspect économique et aussi on s'est rendu compte que ça s'est généralisé. Il n'y a plus cette façon de traiter les châteaux comme un endroit unique, de privilégier uniquement. Non, ça s'est démocratisé. Et on voit qu'on a des personnes qui sont maintenant assez jeunes et qui se projettent dans l'acquisition de châteaux. Alors, on va l'évoquer bien sûr sur le profil des acquéreurs et le type de demande. Peut-être pour ceux qui ne l'ont pas encore en tête, forcément, les différences. Château, manoir, gentilhommière, Olivier. Ça mérite une définition. Oui. On parle de château, alors c'est l'inventaire du patrimoine que je cite. On parle de château dès lors que ça fait référence à un bâtiment qui, à cet emplacement, a été construit entre le 5e et globalement fin de la guerre de 100 ans, 15e siècle, dans un but défensif. Sinon, on parlera d'un manoir. Et après le 15e, le début de la Renaissance, Versailles irradie autour, et c'est pour ça qu'on trouve ces rénovations de châteaux du 16e, 17e, essentiellement autour de Paris et autour de Versailles. Très bien. Alors, les tendances. Et puis, on peut dire qu'il y a 40 000 châteaux en France. Alors, on parle de 45 000. 45 000. Le chiffre retenu est de 45 000 châteaux. 45 000. Alors, les tendances. Actuellement, on peut devenir aussi propriétaire de son château. Je ne vais pas dire pour le prix d'un studio parisien, mais ça peut démarrer à 300 000. 2 pièces. 2 pièces, on va dire 2 pièces. Ça dépend de l'arrondissement. Alors,
château, en fait, quand on parle de château, donc cette définition est tout à fait académique. Ensuite, dans les châteaux, il y a des châteaux qui font 400 mètres carrés et des châteaux qui en font plusieurs milliers. Donc effectivement, un petit château dans un état d'usage assez avancé, dans une région un petit peu reculée, sans trop de terrain autour, oui, on en a déjà vendu autour de 300 000 €. Très bien. Normandie, pareil. Là, cas concret, cet été, un manoir, taille 450 mètres carrés, habitable, vraiment habitable, entretenu, avec 3 hectares en Seine-Maritime. Donc on est à une bonne heure et demie de Paris. Ce manoir a été vendu 600 000 €. Quelles sont les régions les plus demandées, Olivier? Pas nécessairement une région plus qu'un éloignement. Ouais. Un éloignement de la capitale. C'est typiquement, le client va nous demander, je veux 1 heure, 1 heure et demie. Mais attention, le vendredi après-midi à la sortie des classes. Eh oui, Et oui, c'est pas le dimanche matin à 7 heures. c'est sûr. Où est-ce qu'on arrive à 1 heure, 1 heure et demie? Et en fait, le cahier des charges est souvent déterminé par cela. Au-delà de ça, sa position géographique dans la ville dans laquelle on vit au nord de la ville, on partira plus volontiers vers le nord, assez logiquement, ou l'ouest. Donc les régions autour de Paris, autour des grandes villes, la région toulousaine, très riche en beaux châteaux, la région de Bordeaux avec l'Aquitaine, qui est une des premières régions de France, par sa quantité de châteaux, et évidemment la vallée de la Loire, qui est quand même une région mythique. Ludovic, oui, un complément? Oui, la même chose, 1 heure et demie, oui, c'est vraiment la limite. Donc pour la Normandie, 1 heure et demie de Paris, c'est surtout l'heure. Après, ils veulent bien aller plus loin, mais là, il faut qu'on se rapproche du bord de mer. Donc on peut être plus proche de villes comme Étretat ou Dieppe, où là on trouve des beaux petits châteaux. Et puis après, au-delà de Paris, nous, ce qu'on voit aussi en Normandie et dans le nord de la Normandie, donc la Seine-Maritime, c'est nos amis de Bruxelles qui nous demandent à être à 4 heures de Bruxelles. Voilà. Alors, on vend et on a beaucoup de clients qui sont de Belgique. Donc des amis de Bruxelles, il y en a peut-être d'autres. Justement, le profil type, plusieurs familles, on imagine, mais de l'acquéreur de château. Olivier, quels sont les différents profils? Je vais dresser quelques profils. Le français achète avec un raisonnement qui est celui d'une consommation de sa résidence secondaire qui va se faire le week-end pendant les vacances scolaires. Donc il y a une vraie notion de proximité. Il y a aussi chez les Français un rapport à l'histoire qui est particulièrement intéressant. Sans tomber dans le snobisme, on tombera beaucoup plus volontiers sur des Français qui nous diront que le néo quelque chose ne les intéresse pas trop. En revanche, un joli château du XVIIe, beaucoup plus. Comportement classique du français. Les étrangers, je dirais qu'on a 50% de clients qui viennent des États-Unis, le reste européen. Ça a toujours été le cas ces dernières années où il y a eu une arrivée en force des Américains? Je te dirais 1 an et demi, 2 ans qu'on voit un retour vraiment en force des Américains et qui dynamise réellement le marché, mais qui ont une consommation tout à fait différente. Quand le français cherche de la proximité, l'Américain vient pour des séjours longs et acceptera beaucoup plus volontiers d'être à 3 heures, 4 heures d'un aéroport qu'un Français qui ne fera pas ça tous les week-ends pour profiter de son château. Et lui, il vient acheter une part d'histoire de France. Et lui, c'est de l'histoire de France. Mais alors, lui, s'il aime une façade néo-gothique, le fait de savoir que c'est du 19e, il s'en offusquera peu. Donc, on est capable de leur vendre des unités plus grosses et un petit peu plus lointaines parce qu'ils ont une consommation et une volonté de profiter de leur château différente de la motivation d'un Français ou d'un Européen qui est à proximité. Ouais. Autre profil d'acquéreur. Autre profil d'acquéreur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de profils, c'est ce qui fait qu'on en vendait 200, aujourd'hui c'est 400. Il y a un profil très large. Je disais tout à l'heure, ça peut aller du trentenaire, quarantenaire, salariés dans des entreprises qui veulent garder leur salaire ou un salaire sur 2 et puis venir acheter un château, y vivre et le transformer petit à petit en prenant le temps, un projet de vie. Donc une reconversion professionnelle aussi. À moitié reconversion professionnelle, mais avec l'envie de gagner, d'habiter un château et en ayant la conscience que c'est des contraintes économiques et que pour pallier à ces contraintes économiques, il faut faire de la location de 3-4 chambres le week-end. Ça peut être le premier profil. Il y a le profil encore un peu plus professionnel, même très professionnel, où là, il n'y a qu'une contrainte, ils n'ont qu'une contrainte économique.
avec un coût, transformation du château historique en endroit professionnel d'hôtellerie, de para-hôtellerie. Après, il faut que ce soit rentable. Donc, et après, il y a des profils très variés de personnes qui, voilà, par passion. On recherche de l'authenticité aussi. L'authenticité, la passion, le rêve. De l'eau, vous devez avoir ça aussi. Le rêve. Il y a quelques années, un des premiers châteaux que j'avais vendu, le monsieur m'appelle et commence à me dire dès le début, moi ici, mes parents ont habité ici, ils étaient artisans dans ce château, c'est le château de mon enfance. Ouais. Voilà. Et le château de son enfance, il n'avait pas prévu forcément d'acheter un château, il venait de vendre ses entreprises, il avait un peu d'argent, il avait envie de faire des projets immobiliers, mais alors pas du tout ce type de projet. Et quand il a vu l'annonce, il l'a acheté. Et ça se contrôle pas. Donc on voit différents profils. Alors est-ce que l'aspect, quand on parle de château, l'aspect des travaux, est-ce que ça freine? Est-ce qu'il y a besoin plus que jamais d'estimation, d'être accompagné dès le départ par un professionnel pour estimer, pour faire les diagnostics, pour essayer de remettre aux normes? On pense au chauffage, à l'électricité. Ça, c'est une question, c'est inévitable, Olivier. Le coût d'entretien. Ouais. C'est complètement corrélé avec ce dernier archétype de l'acheteur qui cherche à monétiser son château. Aujourd'hui, les acheteurs cherchent aussi à rationaliser leur approche du château. Plusieurs approches envisageables. Ceux qui rentrent dans un château dans lequel la dernière phase de travaux remonte à plusieurs décennies. Bon, ben là, voilà, c'est proportionnel au mètre carré. Les ratios sont sensiblement les mêmes en rénovation de châteaux non classés, non inscrits que sur du bâti ancien classique. Donc, voilà, le plus loin les clients iront, le moins de coûts d'entretien sera impacté annuellement sur l'amortissement des charges de la propriété. On voit de plus en plus de clients qui sont extrêmement sensibles à l'écologie. Aujourd'hui, certaines solutions, et on l'a vu il y a peu de temps en Bretagne, nous permettent de vendre des châteaux dans lesquels l'objectif du propriétaire est d'arriver à une forme d'autonomie, voire de passivité liée à la consommation énergétique de son château. Je m'explique en 2 mots. Un château, souvent, est associé à une forêt. En ramassant le bois de cette forêt, sans en couper, en ramassant le bois, on alimente une chaudière à bois qui, elle, sert à alimenter le château. Donc on arrive à cette forme de neutralité en termes de consommation énergétique. Et on a vu assez récemment des châteaux qui commençaient à s'équiper, alors à distance et à bonne distance du château, mais de champs photovoltaïques, aussi, dans le but de... Donc, je trouve que cette consommation et cette vision moderne, contemporaine et assumée du château où on n'est pas obligé de vivre comme à la période de construction est très intéressante. Et c'est peut-être ce qui fait aussi le dynamisme de ce marché, c'est qu'aujourd'hui on assume ce genre de choses et c'est ce qui tend à motiver une jeune génération à se projeter dans un projet professionnel associé à un château et à faire renaître finalement ces vieilles maisons, ces vieilles demeures qui pendant longtemps sont restées un petit peu tristes et fermées. Et il n'y a pas que le bâti, effectivement, Olivier, il y a tout l'espace extérieur, l'environnement à prendre en compte. Évidemment. Donc c'est un tout. Alors on va voir justement en images, vous allez nous faire rêver, on va voir à la fois les plus belles ventes récemment réalisées par Barnes Propriétés et Châteaux, puis aussi des châteaux, des manoirs, des moulins à la vente. On commence par les plus belles ventes récemment. Olivier. Vente récente, un superbe château, 15e, dans l'Orne, qui est un château qu'on a... Les propriétaires étaient suisses, les acheteurs sont américains. Lui travaille dans le cinéma, produit une émission de télé, une série même, qui rencontre un succès fou. Laquelle je peux pas le dire. Pourquoi bon. Je peux pas le dire. En revanche, je peux vous dire que son épouse est médiéviste. D'accord. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on a eu en face de nous une clientèle, enfin des Américains avec une culture sur les châteaux absolument incroyable. On m'a expliqué sur place ce qu'était un coup-siège. Bon, c'est quand même assez confidentiel avec une pointe d'accent américain. Bon. C'était plutôt sympa. Et ce château a été vendu autour de 2,9 millions et on a rajouté quelques centaines d'hectares de forêt autour pour l'équivalent d'un petit million de plus. Autre vente récente? Autre vente récente,
On pourrait, sur la Normandie, un château qui a été vendu, un château 18e, très beau château, presque 1000 mètres carrés, 35 hectares, dont 20 hectares de forêt, assez proche de Rouen, c'était un peu notre risque, assez proche de Rouen. Notre risque parce qu'on était proche de l'agglomération et comme on a dit tout à l'heure, il y a un environnement aussi qui a préservé. Et là, on trouvait qu'on était peut-être un petit peu proche de la ville, quoi, de l'ambiance de la ville. Il s'est vendu quand même. Et ce s'est vendu 2 100 000 euros. Voilà. D'autres exemples sur des biens? Plus récemment, sud de Paris, nord de Paris, sud de Paris, un sublime château en L du 17e avec des douves en eau. 50 minutes de Paris, à peu près 1200 mètres carrés. Les vendeurs français, acheteurs portugais, vénézuéliens. Portugais, vénézuéliens. Oui, c'est exotique. Ouais, je comprends. Oui. Je vous parlais d'atomisation des derniers clients dans le dernier quartile et voilà, ils en font partie. Nord de Paris, château 17e, reconstruit au 19e, à l'identique du 17e. Je le précise, 350 hectares environ, clos de murs historiques, classés, à peu près 4000 mètres carrés de commun, des maisons louées, et ça c'est intéressant parce que cette location de maison pour ce château qui est en lisière de village et qui a ses terres face à la terrasse principale, permet d'amortir les charges des jardiniers et des gardiens grâce à la location des maisons. Donc ça aussi, c'est un modèle qui commence à monter de plus en plus et voilà, beaucoup de châtelains commencent à envisager ce modèle économique pour amortir les charges. Plus simple à gérer, assez pérenne. Et là, un plan simple de gestion pour la gestion de la forêt, qui est une forêt qui rapporte, des terres agricoles cultivées, et puis un bail de chasse sur une partie de la forêt. Une sélection, alors là, de biens à la vente, de châteaux à la vente actuellement. Quelques exemples. Qui veut commencer, Ludovic? Je peux commencer par le château. Qu'est-ce qu'on pourrait... Château de Chambray. Château de Chambray. Le château de Chambray, oui, un sublime château, 17e, 18e. Quelle région? Vallée de l'Eure. Pointe sud de l'Eure, à 10 minutes des Yvelines. Une petite heure de Paris, 1500 mètres carrés de château, une sublime ferme avec une cour carrée, intégralement classé, un mur d'enceinte qui lui est inscrit, un moulin à foulon et des petits bâtiments répartis un petit peu partout. Et ce qui est absolument merveilleux là-bas, c'est que c'est sur des petits rues de l'Eure. Donc, une petite île accueille le tennis et le potager, une autre île, un petit bout de forêt, l'île d'après, encore une partie qui sert à y mettre des chevaux. C'est merveilleux comme endroit. Aveyron aussi? Aveyron, ça c'est une belle histoire. On a eu la chance d'être mandaté pour vendre un château qui est dans la même famille depuis sa construction. On va le voir en image. Un millénaire. Et c'est donc la première mise en vente après un millénaire. Sublime château. C'est présenté à 750 000 euros. 750 000 euros, ouais. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est à moins d'1 heure de Millau. Voilà, Millau, sud de Lozère. Et ça, c'est un château qui correspond un petit peu à ce que je te décrivais tout à l'heure sur le comportement des acheteurs. C'est qu'aujourd'hui, l'indivision doit faire face à une réalité économique qui est celle de l'entretien du château, qui n'a pas connu de phase significative de travaux depuis longtemps, et il préfère passer la main à quelqu'un qui écrira son chapitre de l'histoire du château. Et on est en train de s'occuper de la transmission de ce sublime château qui est vraiment un bout du patrimoine et de l'histoire de France. Magnifique. Effectivement. D'autres exemples? J'ai un autre exemple aussi. Autre exemple, Ludovic? C'est pas 1000 ans comme toi que c'est dans la famille, mais ça a été vendu une seule fois depuis son origine. C'est un château
18e qui a été reconstruit après un incendie. Donc il y a des parties du château qui sont du 16e et du 15e, mais reconstruit au 18e. Très beau château qui fait 650 mètres carrés, avec de la brique de Saint-Jean, les contreforts en pierre, des belles décorations avec des silex noirs taillés en forme de damier, donc c'est très très beau. Et là, on est avec qui est resté, évidemment, il n'a pas été vendu ou qu'une seule fois il y a 200 ans, donc il est vraiment hyper authentique, et ça c'est très important. Tout est préservé, tout est dans l'état d'il y a 200 ans. Il faut l'améliorer un petit peu, mettre certainement un peu de chauffage et choses comme ça, mais aujourd'hui, ce château, il a 1 300 000 €, c'est une pure merveille. Voilà. Et facile à habiter. Ouais. C'est ça qui est assez fascinant avec les châteaux, c'est que c'est vraiment représentatif de nos terroirs, de nos territoires. Tu parlais de silex, de pierre, de Saint-Jean, et c'est vrai que la variété, la diversité des châteaux en France est assez fascinante parce qu'elle est vraiment ultra représentative du terroir sur lequel il a été construit. Alors, quels sont vos conseils pratiques pour ceux qui souhaitent vendre ou acheter justement un château ou un manoir aujourd'hui? En quoi il faut être particulièrement attentif, Olivier? La vie de valeur, ça va vraiment dans notre sens, mais le positionnement prix d'un château n'est pas corrélé au prestige du fait que ce soit un château. Pas évident, parce que les repères, là, c'est pas aussi simple. L'histoire de France fait que, dans beaucoup de cas, ça fait peut-être 2, 3, voire 4 générations qu'il n'y a pas eu une phase significative dans la rénovation du château, mais plutôt faire face aux imprévus, faire face aux urgences. Du coup, ça confronte les propriétaires à quelque chose auquel ils doivent être sensibilisés, c'est qu'un acheteur aura nécessairement l'envie de s'installer dans une propriété vivable, habitable. Donc impactera, quoi qu'il arrive, le coût de remise en état du château sur le prix de vente. Donc c'est une notion qui est dure à admettre parce qu'on se dit c'est un château. Mais en réalité, un château, ça reste de l'immobilier. Et quand il y a 2000 mètres carrés, c'est 2000 mètres carrés qu'il faut refaire. Il y a des défis techniques, des défis financiers, il y a aussi des opportunités exceptionnelles, Ludovic. Des opportunités, oui, évidemment qu'il y a de belles opportunités. C'est sûr, parce que c'est un micro-marché quand même. C'est un micro-marché. L'opportunité, c'est celle qu'on va vouloir se créer. On n'est pas sur de l'immobilier classique, Paris ou grandes agglomérations, où on va faire des ratios, des prix au mètre carré. Mais justement, vous qui êtes... L'opportunité, ça va être... Je parlais tout à l'heure de mon acheteur qui a acheté le château parce qu'il a vécu dans le village. Pour lui, c'est une opportunité. Oui. C'est pas l'opportunité financière, elle va exister parce qu'un professionnel va amener sa patte, son savoir-faire pour le transformer en hôtel ou avec des logements. Lui, il va savoir faire ça. Donc l'opportunité, c'est l'acheteur qui va se la créer. Oui. Voilà. Je voudrais juste rajouter une opportunité, si je peux me permettre. C'est un des grands avantages de la France, c'est le dispositif des monuments historiques. Oui. On est à la veille des Journées du patrimoine. On a la chance, dans ce pays, d'avoir ce dispositif des monuments historiques qui aide, qui accompagne. À partir du moment où on est inscrit, voire mieux classé, on a quand même la DRAC qui, au-delà de tous les difficultés qu'on peut entendre avec les rapports avec la DRAC, ce que je constate chez une grande majorité de châtelains, c'est qu'ils sont ravis de cet accompagnement. Ça oriente, ça guide, ça accompagne sur le plan financier et ça permet de sauver notre patrimoine. Bien sûr. Ludovic, oui. Ou sur l'aspect justement des demandes concernant le diagnostic, l'estimation immobilière. Là, on fait vraiment appel à vous. On a besoin d'expertise dans le domaine. Aujourd'hui, on a quand même une belle base de vente de châteaux en Normandie. Donc quand combien à peu près pour avoir une idée? Combien la base on la remonte jusqu'à 2019. Aujourd'hui, on peut avoir 25 à 30 châteaux référencés où on a des prix sur des surfaces de 500 à 1500 mètres carrés. Donc essentiellement dans l'Eure et dans la Seine-Maritime. Et avec cette base-là, on arrive quand même à déterminer des prix. Voilà. On fait même un château, si il n'y a rien de rationnel, on fait quand même des estimations par comparaison avec des châteaux qui sont vendus. Alors on prend en compte l'environnement, on prend en compte l'époque,
la surface, évidemment, et puis l'état général et les dépendances qu'il peut y avoir avec le château. Après, plus ou moins en fonction des terres, en fédération, en fonction des terres. Mais aujourd'hui, on arrive à avoir une bonne base, et donc on peut quand même faire des avis de valeur assez précis, et après, on donne des conseils sur la vente, de faire attention sur le découpage des terres, sur les choses qu'on peut aménager pour le mettre en vente, parce qu'en effet, il y a des pièges. Il y a des pièges. Un piège, par exemple, c'est quand on fait un découpage avec l'indivision, il ne faut surtout pas que le voisinage soit à 10, 20 ou 30 mètres du château. Il faut que le château, son environnement soit préservé. Les futurs châtelains n'ont pas envie, justement, d'avoir un voisin proche, même si c'est la nature, ils n'ont pas envie. Voilà, ils veulent être chez eux, être propriétaires du château, mais aussi d'un tènement foncier qui va avec. L'histoire nous prouve que souvent, au fil des générations, les familles ont vendu un petit bout de terre agricole, un petit bout de forêt, puis encore un, puis encore un. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois, on arrive à des déséquilibres absolus avec des châteaux de plus de 1000 mètres carrés sur 3 ou 4 hectares. Et des fenêtres du château, on voit le village, les zones pavillonnaires, des zones d'activité. Et ça, c'est assez terrible. Surtout quand on nous explique, vous savez, là, avant, il y avait une forêt de 250 hectares. Est-ce que c'est un micro-marché où il y a, comme sur le marché classique, beaucoup de négociations? Est-ce que les délais de vente, comment ça se passe, Olivier? Les délais de vente peuvent être longs. C'est-à-dire, ça peut aller... certains qui... Je ne pourrais pas rentrer plus dans les détails, mais nous sommes en train de vendre un château qui est en stock, pour parler de manière un petit peu vulgaire, depuis pratiquement 12 ans chez nous. 12 ans, ah oui, effectivement. Voilà. Ouais. Ça peut être long. Délai classique constaté chez nous depuis 5-6 ans, je dirais que c'est entre 9 et 18 mois. D'accord. Une année, c'est ce qu'on préconise. C'est classique. C'est-à-dire qu'il faut une année. Voilà. Mais le fait qu'il y ait plus d'acquéreurs, là, que c'est doublé en l'espace de 3-4 ans, n'a pas accéléré les délais, justement. Vous savez, Ludovic parlait d'un côté rationnel, finalement, dans l'achat du château. On a de l'émotion, on a un coup de cœur quand on visite, mais ensuite le rationnel revient au galop. Et là, on a besoin de voir plusieurs châteaux. Aller visiter un château, c'est une demi-journée, c'est bon, voilà. Et nos clients ont besoin d'en voir beaucoup pour se faire une idée et pour être capable ensuite de prendre une décision en connaissance de cause. Et puis, certains sont de véritables passionnés. On a des clients qui nous disent « Moi, je le veux ici, et je veux qu'il ait une façade brique et pierre du XVIe siècle. » On va attendre. Eh bien, c'est ce que, en tout cas, vous proposez. Merci à tous les deux. On a pu y voir plus clair dans ce micro-marché, en tout cas, qui fait rêver, des châteaux, des manoirs. Olivier Brunet, merci infiniment. Merci, Barnes Propriété Château. Ludovic Auguel, Barnes Propriété Château, secteur Normandie. Merci infiniment. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.